Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Merci de nous accueillir chez vous, chers téléspectateurs. Nous revenons pour la 11e saison du magazine Carrière qui ce soir vous livre donc sa première édition avec, comme d'habitude, un sujet inspirant en success story, mais également des conseils et astuces de notre coach en développement personnel. N'oubliez pas de prendre des notes avec les jeunes entrepreneurs qui partagent surtout leur esprit d'initiative et d'innovation dans la rubrique Entreprendre. C'est le menu habituel de votre magazine qui revient donc pour vous aider à construire votre carrière. Le sommaire de ce soir est signé par Laurent Bock. Au sommaire de Carrière ce soir, comment prendre idéalement en charge les enfants autistes pour leur permettre de s'insérer plus facilement dans la société? Sophie Ngambim-Bock, mère d'enfants autistes et promotrice de Detmo, se livre dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le parcours du Dr Relo Giannini, médecin cardiologue dont le produit Corocure a reçu l'autorisation de mise sur le marché pour la lutte contre le coronavirus. Et enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemen nous parle de la positive attitude. C'est la 8e qualité d'un leader d'impact. Après ce sommaire que nous venons de regarder, installez-vous, nous commençons cette émission tout de suite. L'environnement camerounais est marqué par des enfants qui ont des difficultés. Ils sont présentés généralement comme autistes. Pourtant, il faut leur donner à eux également une chance de s'accomplir et j'allais dire d'avoir une carrière réussie. Le défi est lancé. L'initiative que nous allons voir est celle de Sophie Ngambim-Bock qui, elle, a pris la responsabilité d'aider les parents à faire sortir ces enfants qui ont des déficiences de la maison pour les insérer dans des centres de formation en apportant un appui également financier pour leur prise en charge. L'initiative est baptisée Detmo. Elle est conduite, je vous l'ai dit, par Sophie Ngambim-Bock. Découvrons ce qu'elle fait pour ses enfants dans la rubrique Entreprendre du magazine Carrière. Bonjour, bienvenue chez nous. Je suis Sophie Ngambim-Bock, promotrice du premier camp de vacances pour enfants autistes et sans autisme. Je vais vous inviter à entrer dans notre salle principale. Vous allez un petit peu voir. Vous voyez là, les enfants sont sur des ateliers sur table. Ils s'occupent. Assieds-toi bien, chérie. Tu as grandi encore. Camp de vacances dans l'esprit de délivrer un petit peu les parents pendant les vacances, de les soulager un petit peu, de leur apprendre des choses, mais dans un esprit ludique. C'est tout simplement une expérience personnelle. Voilà, donc 2 de mes enfants sur 5 qui ont ce trouble et il fallait trouver de quoi les divertir, mais que ça reste quand même éducatif pour leur évolution. Au-delà des vacances, il y a certains aspects de cette activité qui restent pérennes, à savoir la prise en charge technique proprement dite. C'est-à-dire pendant l'année scolaire, ils ont
de l'orthophonie, ils ont de la psychomotricité, ils ont de l'éducation spécialisée qu'on retrouve aussi dans le camp de vacances. La seule chose qu'ils n'ont plus vraiment, c'est beaucoup de temps pour jouer de manière adaptée, pour faire des arts plastiques ou pour faire de la musique. Il faut dire avec l'article, parce que s'il grandit, il ne va pas dire voilà chat, il va dire voilà le chat. Donc quand tu lui montres, tu lui dis l'écureuil, l'abeille, la poule, d'accord? Voilà, c'est bien, continue, c'est très bien, Ève. L'autisme, c'est quelque chose de très particulier. Pour être plus clair, il faut parler de spectre autistique. Un spectre, c'est très très large. Donc on trouve plusieurs façons, si je puis m'exprimer ainsi, d'être autiste. Vous mettez 10 autistes à une table, aucun n'est pareil. Ils ont des particularités techniques médicales qu'on repère, qui se ressemblent, mauvais regard, une attention très très faible. Mais chacun d'eux a ses particularités. Ce n'est pas une pathologie qu'on peut soigner. Ce n'est pas une pathologie qui s'attrape par un virus ou par autre. On est comme ça, c'est un trouble neurologique, les fonctions du cerveau sont plus ou moins altérées. Donc il faut une éducation spécialisée et adaptée à chaque cas. C'est très lourd, c'est très difficile parce que vraiment on tient compte de la personne autiste dans son ensemble. On ne peut pas tenir compte des autistes dans l'ensemble. C'est vraiment l'autiste dans sa particularité personnelle. Pour lui donner un intérêt de ce qu'il est et l'amener à avoir un intérêt pour la société qui l'entoure. Déjà, je pense, à tout seigneur, tout honneur, je pense que c'est le premier véritable camp construit pour les enfants autistes. Ce n'est pas qu'on fait un camp de vacances et on accueille des enfants. C'est d'abord pour eux. La véritable particularité, c'est que nous accueillons aussi des enfants sans autisme pour leur apprendre le vivre ensemble, leur donner véritablement une base de société. Ils côtoient des enfants qui sont handicapés. Et ces enfants handicapés côtoient des enfants qui ne le sont pas. Et au milieu de ce groupe, on a tous les acteurs qui font le fait qu'on ait une prise en charge correcte. C'est-à-dire l'orthophoniste qui intervient. Et quand l'orthophoniste intervient pour ces enfants qui en ont véritablement besoin, il prend la peine de prendre aussi les enfants qui n'en ont pas besoin. Ça leur montre comment on travaille avec ces enfants et ça leur inculque les bonnes règles de tous les jours. Ça veut dire s'ils ont un petit camarade autiste avec eux en classe ou un frère à la maison, ils ne lui diront plus « ne parle pas comme ça, tu ne sais pas faire ça ». Ils auront vu que l'orthophoniste passe par des jeux, par des petites techniques très, 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 très agréables pour essayer de communiquer ou amener à la communication avec ces enfants-là. Donc ça crée le lien, c'est ce qu'on cherche chez les autistes, les sortir de leur bulle pour créer un lien. J'ai envie que les enfants qui souffrent d'autisme au Cameroun aient quelque part les mêmes chances que mes enfants ont eues. Parce qu'il faut dire que mes enfants ont une prise en charge adaptée assez tôt, très bien faite, ça a donné des résultats extraordinaires. Mon premier garçon est en 2e année maths informatique à l'université, il apprend à conduire, très bon sportif, ça va bien, on ne pariait pas un copec sur lui au début. Le deuxième est en IME, mais il passe en IM Pro, ça veut dire c'est un institut spécial pour les personnes en situation de handicap, mais il apprend déjà un métier. Donc, si ces enfants-là me donnent autant de satisfaction, l'expérience que j'ai avec eux depuis 20 ans a été nourrie par des formations, et il fallait que je vienne apporter ma pierre à l'édifice au Cameroun pour que certains enfants au moins aient cette chance. Je ne suis soutenue par personne à part ma famille et souvent des amis. Mais il faut dire que les parents de ces enfants font des gros efforts financiers parce que l'État est totalement absent. Absent pourquoi? Je ne sais pas si c'est une volonté, je pense plus que c'est quelque chose qui n'a pas été encore véritablement touché du doigt. Et il faudrait que ça se fasse très rapidement parce que nous sommes en train d'arriver sur une situation vraiment de santé publique, quasi même de pandémie. Donc il faut que l'État véritablement s'engage, mais en réalité, nous n'avons aucun soutien.
Ça fait 1 an que j'ai créé une petite structure dans une école très accueillante à Yaoundé, une classe spécialisée pour ces enfants, une classe qui s'appelle Ulysse. Un très petit groupe d'enfants y a accès avec, comme je vous disais, tous les éléments de prise en charge, orthophoniste, éducation spécialisée et autres. Et cela favorise l'inclusion dans les salles de classe lambda. Maintenant, on s'est donc appuyé sur ce projet pour pouvoir lancer le camp de vacances qui n'est qu'un démembrement. Et à la rentrée, on reprend avec nos activités scolaires lambda, mais avec la perspective pour le mois de décembre d'un autre camp de vacances. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut soulager les parents. Un parent, ce n'est pas un éducateur spécialisé. Un parent, c'est quelqu'un qui doit être aidé et accompagné. Donc, l'enfant vient à l'école, on met le camp de vacances derrière pour que la prise en charge ne s'arrête que très peu, parce que c'est des enfants qui ont besoin vraiment d'être pris en charge au quotidien, très très régulièrement. Sur 3 mois de vacances, 1 mois, ça leur suffit. Et 1 mois, il faudrait que ce soit 2 semaines en amont et 2 semaines en aval. Donc la perspective, c'est véritablement de reprendre l'école comme il se doit en septembre avec les autres, continuer le projet, c'est de modéliser ce projet, pouvoir approcher les décideurs au Cameroun avec un dossier qui repose éventuellement sur 2 ans d'expérience avec les témoignages et autres, et leur demander bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il s'agit de Camerounais. Là, on parle d'enfants avec autisme, mais dans quelques années, pour certains, on parlera d'adolescents avec autisme. Et après, on parlera d'adultes. Et sur le terme, on parlera de personnes âgées avec autisme. Qu'est-ce que les familles font? Qu'est-ce que l'État fait pour eux? Sachant que quand l'éducation est adaptée et bien faite, la prise en charge est faite tôt et bien faite, on peut créer des citoyens qui participent à l'effort de la vie, des citoyens qui produisent et pour certains conscients de leur devoir. L'autisme n'est pas une fatalité, c'est un être qui arrive comme il est. Et l'avantage de ce petit être vivant, c'est qu'il évolue. Quand il est bien pris en charge, quand son handicap est accepté par la famille et qu'il n'est pas subi, quand on se responsabilise, on adapte son éducation, on arrive à un résultat toujours très intéressant. C'est des êtres qui sont en perpétuelle évolution. Donc il ne faut pas se braquer, il ne faut pas se fermer, il faut accepter le handicap de son enfant et aller de l'avant. À l'endroit des décideurs, c'est un véritable cri d'alarme que je pousse. Dans chaque famille, c'est une naissance à peu près sur 100. Quand on détecte l'enfant, il se pourrait que ce soit redescendu maintenant à une naissance sur 50 quand on détecte réellement. Donc si les décideurs pouvaient véritablement prendre en cause le handicap mental, plus particulièrement l'autisme au Cameroun, mettre les structures adaptées à la disposition des parents, former les éducateurs, former les médecins à la détection précoce de ce trouble, mettre en place des choses qui donneraient leur chance d'intégration à ces enfants, surtout que ces enfants ne finissent pas enfants, ils deviennent adolescents, ils grandissent et ils vieillissent. En fait, ne pas mettre tout en œuvre pour qu'une partie de la population ne soit pas mise sur le côté. Et l'autisme est un fléau qui regarde tout le monde, nul n'est à l'abri. Ce n'est pas une maladie qui s'attrape, donc qui peut s'éviter, nul n'est à l'abri. Donc il faut prendre les choses véritablement très vite, très fort pour pouvoir insérer les personnes autistes dans la vie de tous les jours. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session de coaching. Le visa vous a été accordé, alors vous êtes maintenant assuré de suivre vos études supérieures en France. Nous parlerons de tout ce qu'il faut faire et prévoir étape par étape pour bien préparer votre arrivée en France. Une semaine avant le départ, prévenez votre établissement d'accueil et votre éventuel bailleur de votre arrivée.
Puis, faites votre valise en prévoyant des vêtements adaptés à tout type de météo. Ensuite, préparez les documents nécessaires à votre arrivée, à savoir les documents d'identité, les documents correspondant à votre voyage, les documents relatifs à votre installation. N'hésitez pas à scanner vos documents ou à les prendre en photo et envoyez-les-vous par email. N'oubliez pas de prendre votre téléphone portable ou une carte bancaire de retrait réutilisable en France et votre carnet de santé. Le jour de votre arrivée en France, vous trouverez au sein des aéroports des distributeurs automatiques de billets. Vous pouvez retirer de l'argent liquide. Et si vous devez emprunter le transport en commun pour vous rejoindre votre domicile, achetez vos tickets de transport. Enfin, il y a 7 choses que vous devez faire la première semaine qui suit votre arrivée en France. Premièrement, vous devez payer la CEVEC, la contribution vie étudiante et de campus. Ensuite, rendez-vous à l'établissement pour finaliser votre inscription administrative. Pensez également à vous inscrire à la sécurité sociale. Parallèlement, vous devez ouvrir un compte bancaire en France. Et n'oubliez pas de rester connecté en ouvrant une ligne téléphonique et Internet. Enfin, pour vous faire des amis, pour vous détendre, vous trouverez au sein des universités de nombreuses associations étudiantes. Voilà, vous avez à présent toutes les clés. Vous allez pouvoir vous consacrer pleinement à votre vie d'étudiant en France. Alors, osez votre avenir. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Avec le développement de l'industrie hôtelière, le besoin en personnel de qualité formé selon les standards internationaux est grandissant. Au Cameroun, l'Académie H2T se positionne comme la référence en formation en hôtellerie, tourisme et territoire. Ses résultats 100% BTS session 2021, dont la Major nationale, son cadre idyllique en font une école de pointe pour une formation de qualité. Académie H2T, la différence d'aujourd'hui, la référence de demain. Prochaine rentrée académique, le 4 octobre 2021. Le choix de l'environnement hospitalier pour vous parler de notre invité, la rubrique Success Story, est tout à fait justifié. C'est un cardiologue de profession, reconnu par ses pairs en Afrique centrale et même au-delà pour tous ses travaux, et notamment celui qui a retenu notre attention dans le cadre de cette émission Carrière. Le docteur Eloge Yanini est donc un médecin qui a réussi à développer un produit qui aujourd'hui est jugé par le ministère de la Santé publique adjuvant au traitement contre le coronavirus. Une belle preuve que, comme le souhaitait le président Paul Biya, l'on peut trouver dans notre environnement des solutions endogènes pour faire face à ce virus. Eloge Yanini accepte de nous raconter sa trajectoire exceptionnelle. Lui qui rêvait d'être président de la République, mais qui aujourd'hui sauve des vies à travers le fonctionnement de sa clinique qu'il a créée après avoir décidé de démissionner de la fonction publique à l'âge de 44 ans. Pourquoi cette trajectoire? Quels objectifs il poursuit? Il raconte son destin dans cet entretien portrait qu'il a accordé à Georges Nel Messi pour la rubrique Success Story de Carrière. « 6 juillet 2021 ». Une date qui restera gravée dans la mémoire de 4 chercheurs camerounais, tradis praticiens et médecins. Après plusieurs mois de procédure, ils reçoivent du ministère de la Santé publique l'autorisation de commercialisation du fruit de leurs recherches sur le Covid-19. Leurs médicaments sont officiellement reconnus comme des adjuvants au traitement de la pandémie qui affecte le monde entier et qui a frappé durement le Cameroun. Parmi eux, un nom se détache du lot. Le docteur Eloge Yanini Mfopolo. Un nom bien connu dans les milieux médicaux au Cameroun et en Afrique centrale. Celui qui quelques mois plus tôt était consacré comme meilleur praticien de la sous-région par ses pairs,
obtient l'autorisation de commercialisation du Corocure, un adjuvant au traitement de la Covid qui a déjà permis à près de 1500 Camerounais infectés par le coronavirus de recouvrer la santé. Un cardiologue de renommée internationale qui a choisi à 44 ans de quitter la fonction publique pour ouvrir une polyclinique à Yaoundé. Un homme calme, discret, un médecin consciencieux et efficace dont les patients et les collaborateurs ne tarissent pas d'éloges. Rencontre avec le promoteur de la polyclinique, les promoteurs de la bonne santé, l'homme qui a découvert le Corocure. C'est quelqu'un pour qui la valeur de l'être humain et sa dignité sont prioritaires. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui sait faire confiance aux jeunes et qui sait donner leur chance aux jeunes. Bref, c'est un encadreur. Son défaut, c'est peut-être qu'il est un peu perfectionniste. Trop porté sur les résultats exacts. Il faut que ça marche. Il est cartésien. C'est au bas de l'immeuble abritant la polyclinique Les Promoteurs de la Bonne Santé que nous accueillons ce début d'après-midi le docteur Euloge Yanini. Bonjour, monsieur Moussi. Bienvenue. Blouse blanche, stéthoscope bien accroché au cou. Le médecin cardiologue n'est jamais loin de ses patients qui l'attendent nombreux au quotidien. C'est donc entre 2 consultations et signature de documents administratifs que nous réussissons à lui soutirer quelques minutes pour parler de lui, de son parcours. Je suis Euloge Yanini, camerounais, médecin cardiologue. Je pense que je suis quelqu'un très entreprenant, travailleur et très audacieux. Audace. Voilà un mot qui caractérise bien celui qui voit le jour à Foumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest, le 10 mars 1970. C'est là, encadré par une famille très pieuse, que le jeune Euloge fait ses premiers pas dans la vie. Une enfance joyeuse, durant laquelle le petit garçon se fait remarquer par les petits noms qui lui sont attribués tant par la famille que par ceux qui lui sont proches. J'ai eu une enfance normale, encadrée par des parents pieux, religieux, des parents également soucieux de l'éducation. J'ai grandi avec un sobriquet, un petit nom, qui m'a été collé comme ça entre 6 et 11 mois, le petit nom de Lion. Donc, mes parents avaient constaté que mes gestes, ma façon de faire, mon audace d'enfance permettait qu'ils parlent de moi comme un lion. Quand dans ma famille, vous dites le lion, on connaît que c'est le docteur Euloge. Dans le quartier, c'était le mot président. Parce que étant très travailleur à l'école, on me demandait toujours, mais comme tu travailles bien comme ça, qu'est-ce que tu deviendrais demain? Tu penses devenir quoi demain? Et puis tout petit, je disais président de la République. Donc au quartier, c'était ça mon petit nom. Les premiers pas de Lion, ou président, c'est selon, à l'école, se font à l'école catholique Saint-Joseph à Foumban. Un choix dicté par le caractère turbulent de l'enfant que ses parents veulent à tout prix discipliner. J'étais un garçon assez turbulent et c'est pour ça que mon papa m'a éloigné de mes camarades en allant m'inscrire à près de 4 km de la résidence familiale. Et donc, avec l'école catholique, il y avait la rigueur des prêtres, ce qui fait donc que les conditions étaient bonnes pour pouvoir émerger. J'ai eu à bénéficier quand même aussi des maîtres. J'ai souvenir d'au moins 2 de mes maîtres. Monsieur René, Monsieur Édouard, si vous me suivez, je vous salue et je pense que vous êtes au courant de ce qu'est devenu votre pépin et j'imagine votre joie là où vous êtes. Je vous dis bonsoir et merci beaucoup
pour tout ce que vous avez fait comme encadrement. Une fois le certificat d'études primaires élémentaires CEPE et son concours d'entrée en 6e en poche, Euloge Yanini poursuit son parcours dans le secondaire au sein des 2 grands lycées de la ville de Foumban. J'ai fait tout le parcours du secondaire dans les 2 lycées de Foumban. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a quelques camarades de l'école primaire avec qui on a gardé des liens. Il y a un qui est ici à l'université, il est professeur de psychologie et qui a bénéficié des soins lorsqu'il est tombé malade de corocure. Et il m'a dit, il n'y avait que toi pour m'administrer ce genre de soins. Passé l'âge et les rêves innocents de l'enfance, Lyon ne veut plus être président de la République. Sa carrière, il la voit bien avec une blouse blanche, mais pas dans un hôpital, encore moins dans un laboratoire médical. Quand j'ai fini le bac, étant très fort en physique, je rêvais d'être comme mon professeur de physique, c'est-à-dire enseignant de physique. Et malheureusement, j'ai fait le concours de l'école normale. Une fois, je n'ai pas eu. Je suis venu en première année en fac, ici. Mes parents m'ont donné l'argent pour faire la faculté de médecine. J'ai refusé de faire la faculté de médecine. J'ai représenté l'école normale parce que je voulais être physicien. Ça n'a pas marché. Et quand je vais dans une 2e année de faculté de médecine, de fac sciences, je me dis, bon, écoutez, il faut écouter les parents. Si je présente dans le concours d'entrée à la faculté de médecine, et puis j'obtiens une seule fois, et puis j'ai obtenu. Or, quand on regarde les contraintes et la compétition, c'est plus rude d'avoir un concours de la fac MEC que d'avoir un concours de l'école normale. Mais bon, c'était peut-être un destin. Coup du destin ou pas, c'est en suivant la voie de ses parents que Euloge trace désormais la sienne. La craie a été remplacée par le stéthoscope et les instruments de sciences physiques par les scanners et électrocardiogrammes. Euloge Yanini sauvera désormais des vies. Il sera médecin. Un métier qui a le don d'assagir le petit garçon turbulent. Plus calme, pondéré, il aborde sa nouvelle carrière avec un enthousiasme à peine voilé. Dans son bureau, c'est d'ailleurs tout sourire qu'il évoque ses premiers pas dans la médecine. Très rapidement, j'ai aimé la médecine. Ce n'était pas mon premier choix, mais après 3-4 mois d'activité en faculté de médecine, j'ai commencé à aimer, à m'intéresser, à me poser des questions. Et moi particulièrement, c'était les études en médecine étaient plutôt très bien. 1998. À sa sortie de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1, le jeune docteur Euloge Yanini est affecté à Maroua dans la région de l'extrême nord en qualité de médecin généraliste. Il y passe 2 années avant de revenir à Yaoundé à l'hôpital des Foulanes. Si à cette époque, il rêve de devenir gynécologue, le destin, encore lui, va l'orienter vers une toute autre spécialité. J'arrive à l'hôpital des Foulanes et puis je trouve quelques vieux matériels de médecine, ECG et autres. Et puis je me dis, mais voilà, il y a un vieux ECG ici, c'est-à-dire l'électrocardiogramme. Je veux essayer d'exploiter pour faire ne serait-ce que des tracés aux patients. Et puis la première chose qui me vient en tête, c'est que bon, l'un de tes encadreurs, c'est le professeur Dobo. Mais prends d'abord la machine, va lui présenter et qu'il essaye de t'initier à l'interprétation. Mais je dois vous dire que quand j'arrive à l'hôpital des Biémassi de Foulanes, je me disais, si j'ai une spécialité à faire, c'est la gynécologie. Mais quand je trouve donc ce vieil appareil, je l'amène vous rencontrer le professeur Dobo à l'hôpital central. Et puis, il me donne quelques coups et il se rend compte que j'assimile très rapidement
l'interprétation de l'électrocardiogramme. Bon, jusque-là, ça ne me dit rien. Et puis, en fin d'année, nous recevons donc à l'hôpital de Folan des expatriés venus d'Allemagne. Et ils me disent que mais, tu peux faire la cardiologie. Et entre-temps, le professeur Dobo me dit, mais tel que je te vois interpréter tout ça, vraiment, s'il y a une opportunité à faire la cardiologie, fais-le. Alors, mais c'était difficile. Vous savez, la cardiologie ne se fait pas au Cameroun à cette époque. Alors, il faut aller peut-être en Allemagne. Je demande donc à ces expatriés, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver en Allemagne? Ils me disent que c'est peut-être par les bourses, peut-être il faut écrire aux universités. Et je ne connaissais pas parler allemand. Encouragé par le professeur Ndobo, le docteur Elo Giannini se met en quête d'une université allemande à même de le recevoir pour sa spécialisation en cardiologie. Mais avant, il suit des cours de langue pour pouvoir communiquer avec ses prochains camarades. Quand je finis les 4 premiers cours de langue, je me mets donc à écrire aux universités pour demander s'ils pouvaient accepter de me recevoir. Alors, sur les 12 universités, il y a eu une seule université qui a répondu, l'université d'Heidelberg. Nous pouvons vous recevoir. Et pour postuler, il faut avoir la lettre d'acceptation par une université. J'avais déjà cette lettre. Et donc ça a facilité l'octroi de la bourse. Et puis je suis parti en Allemagne. Changement de décor et de ville pour Eloge. Il doit désormais s'adapter à la vie en Allemagne, le temps de sa formation. Très vite, il impressionne par ses connaissances et son niveau de maîtrise de la discipline. C'était mon premier voyage, vous pouvez vous imaginer, en 2003. C'était mon premier voyage. Je fais un saut dans l'inconnu. Connaissant mon degré d'audace, je suis parti, je suis arrivé. L'adaptation n'était pas facile, mais il y a eu un déclic. Parce que quand tu arrives, on te regarde, tu es noir, bon, on se dit, bon, il n'a rien dans la tête. Mais il y a eu un déclic. Au 2e mois de la pratique médicale en Allemagne, l'un des grands professeurs est venu faire la ronde. Il y avait un ECG qui n'était pas facile à interpréter. Donc, il a pris l'ECG, nous étions près de 8 étudiants. J'étais le seul noir. Il a tendu l'ECG au premier. Il lui a donné un diagnostic. Il a refusé. Au 2e, au 3e, au 4e. Après, il a dit, bon, je tente quand même le noir. Il m'a tendu l'ECG. J'ai fait 5 secondes et je lui ai donné le diagnostic. Il a tendu la main. C'était parti, le respect dans le service. Je me suis donc, à partir de ce jour, intégré, facilement accepté. Et vraiment, les portes s'ouvraient. Le reste de la formation se fait donc sans accroc. Sollicité par plusieurs structures en Europe, le docteur Elo Giannini choisit finalement de rentrer au pays. Convaincu par le discours d'un émissaire du gouvernement, venu en Allemagne rencontrer des compatriotes en formation au sein de l'Union européenne. De retour à Yaoundé, c'est tout naturellement qu'il est affecté à l'hôpital central de Yaoundé aux côtés de son mentor, le professeur Ndobo, au service de cardiologie. Écoutez, j'avais eu l'autorisation de la part du ministre de la Santé. Et quand je reviens, je reprends service au ministère. Et puis on m'affecte à l'hôpital central de Yaoundé. Je commence le travail à l'hôpital central auprès de mon maître, le professeur Ndobo. C'était mon rêve de travailler avec celui qui a généré en moi l'envie de faire la cardiologie. S'il est très apprécié par les patients et sa hiérarchie, Lyon se sent à l'étroit à l'hôpital central et partant dans la fonction publique. Il rêve de mieux. Il veut offrir le meilleur de lui aux patients
et a le sentiment qu'il ne pourra le faire que s'il s'émancipe. À 44 ans à peine, déjà chef de service, promis à un bel avenir, il fait le grand saut. Il y a eu quelques frustrations parce que je n'arrivais pas à m'exprimer faute d'équipement. C'est en 2012 par là. Quand je rentre, je suis l'un des médecins qui fait la rythmologie, qui est à mesure de faire des implantations cardiaques, des implantations de stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs. Et puis vous arrivez à l'hôpital central et dans Yaoundé, il n'y a pas de matériel. Et donc, avec l'administration, on essaye. Pour finir, on adapte. Et puis je commence à faire ces opérations qui ont limité des évacuations à l'hôpital central. Et puis après ça, il y a d'autres choses qui coincent, pas à cause de la volonté du chef hiérarchique, mais parce que, bon, ce n'est pas aussi facile d'avancer. Et donc, ça me fait réfléchir et je me dis non, il faudrait que j'ai un cadre où je peux m'exprimer, où je peux facilement avoir ce dont j'ai besoin pour le bien des malades, sans qu'il y ait beaucoup d'entraves. Et donc, c'est d'où est née donc la décision de partir de l'État. Et là naît donc la polyclinique, les promoteurs de la bonne santé, parce que déjà mes amis allemands attendaient que je leur dise que je veux faire quelque chose pour qu'ils m'appuient. Et puis la famille était un peu bouleversée quand je leur ai dit j'ai pris ma retraite. Étant chef de service de cardiologie, avec une carrière bien tracée dans la fonction publique, c'était vraiment très brusque, ça a bousculé un peu le cerveau. Pour lancer les activités de la polyclinique, le docteur Elo Giannini décide de s'entourer d'une équipe de jeunes dynamiques à qui il insuffle des qualités. Je me rappelle, j'étais un jeune informaticien en quête de notoriété et qui voulait faire ses preuves. Donc lui, il m'a donné ma chance pour que j'exprime mon talent en concevant une application qui devait gérer la structure alors naissante, les promoteurs de la bonne santé. Donc voilà nos débuts. Et c'est comme ça que depuis cette année jusqu'à maintenant, nous avons travaillé dans d'autres couloirs, nous avons évolué. Et aujourd'hui, il m'a accordé l'honneur d'être son conseiller spécial. Notre rencontre, elle est un peu mystérieuse. Parce que le jour où il vient vers moi, je ne savais pas qu'il venait me recruter. Alors, je le vois le matin, il me salue, il me demande comment je vais. Je lui dis, je vais bien. Le soir, après mon stage, parce que je n'avais que 22 ans, après le stage, on me dit qu'il y a un monsieur qui veut me voir. Alors, j'arrive dans son bureau, je trouve que c'est le monsieur qui m'a dit bonjour le matin. Alors, c'est là que je me dis, ah, c'est le grand docteur Eloge? On dit oui. Ok. Donc là, directement, il me dit, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et ému par le fait d'être avec un cardiologue comme lui, je n'ai pas hésité. Donc c'est là où notre aventure a commencé jusqu'aujourd'hui. Plus qu'un simple cardiologue, le docteur Eloge se mue en véritable manager pour impulser une dynamique nouvelle au sein de sa polyclinique. Matériel de pointe, scanner, échographie et autres, sans oublier un personnel qualifié à qui la vision de l'administrateur, directeur général, perfectionniste sur les bords, est insufflée au quotidien. C'est la bonne gestion. Qui dit bonne gestion dit bonne programmation, bonne gestion des entrées et autres, bonne sélection des gens qui vous accompagnent, c'est tout ça. Et puis, les partenaires sont bien traités. Je peux demander à un partenaire de m'offrir tel matériel. Il sait que même si je n'ai pas de l'argent, je vais payer. Donc, c'est tout ça la gestion. Donc il y a des gens qui t'accompagnent parce qu'ils sont sûrs de toi, ils savent ton degré de rectitude morale. Et donc ça un peu que produire ce que vous avez vu dans la clinique. Le docteur Eloge, c'est quelqu'un de très humble, de très humain.
quelqu'un de très compréhensif, toujours à l'écoute de tout le monde. Il écoute tout le monde, tous ceux qui viennent vers lui. Quel que soit le problème, il écoute beaucoup. Et c'est quelqu'un de très professionnel. Dans notre cursus, on rencontre très rarement des maîtres qui se rabaissent à des petits étudiants, à des jeunes étudiants. Mais Dr Eloge, lui, se ramène à vous. Il n'attend pas que vous venez vers lui. Il se ramène à vous. Vous fuyez, mais lui, il vient vers vous. Et il vous fait monter jusqu'au niveau où il souhaite. Corona. Corona. Direction le laboratoire de la polyclinique. Le cardiologue, récemment auréolé du titre de meilleur praticien de la CEMAC, tient à nous montrer le lieu où s'est opéré l'un des plus grands accomplissements de sa carrière. Corona. Derrière cette porte, la partie technique. Mais avant, tout est parti d'une vision, d'un songe. J'ai eu un rêve. Moi, je peux vous dire que peut-être j'ai vu Dieu. J'ai rêvé une personne d'une dimension exceptionnelle m'a dit le médicament contre la COVID-19 se trouve dans la pharmacopée. C'était tout. Je n'ai pas pris ce rêve au sérieux et ça m'a rattrapé parce que 2 semaines après, j'ai une personne proche, très proche de moi qui contracte la COVID. Et j'ai vu comment les premiers médicaments, le premier protocole ne marchait pas, il était en train de mourir. J'ai été saisi d'une forte compassion. Et en rentrant, quelque chose m'a dit, mais tu peux faire la recherche. Tu as eu un rêve il y a 2 semaines. Pourquoi ne pas faire une recherche dans la pharmacopée? Corona. Corona. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ta fin est déjà proche. S'il est rapidement dirigé vers cette substance de base très consommée dans nos villages, il faut encore au cardiologue des semaines afin de se rendre compte de l'efficacité de son produit. Une fois les premières guérisons obtenues, le scientifique reprend le dessus sur le néo-naturopathe. Quand le premier patient guérit, je dis, je mets en place un protocole. Quand les malades viennent pour une raison qui fait suspecter la maladie Covid, je pourrais proposer à ceux qui acceptent la substance, plus les antibiotiques. À ceux qui refusent, je leur prescrirai uniquement l'antibiothérapie en attendant que le test Covid soit réalisé. Vous savez bien qu'au début de la pandémie, c'était très difficile de faire le test Covid. Donc dans l'attente, j'avais pu mettre en place 2 groupes, les volontaires et les non volontaires. Et puis on s'est rendu compte que quand le 15 et 10 arrive pour faire le test, ceux qui avaient pris la substance plus les antibiotiques se portaient mieux par rapport à ceux qui n'avaient pris que les antibiotiques. Au bout de 30 patients, j'ai écrit au ministre de la Santé publique parce que j'avais déjà des indices d'efficacité de la substance. J'ai écrit au ministre de la Santé publique qui a décidé très rapidement de nous envoyer une équipe chapeautée par 2 inspecteurs. Et nous avons travaillé et ils m'ont remis un cahier de charges. Tu es scientifique. Si tu veux prouver l'efficacité de ton produit, voilà tout ce qu'il faut faire. Une fois les réticences et les appréhensions des uns et des autres, même au sein du corps médical effacées, le docteur Eloge, qui poursuit patiemment la démarche scientifique vers la confirmation de l'efficacité du Corocure, enregistre des bons points. Au mois d'août, où nous réalisons cet entretien, ce ne sont pas moins de 1593 patients camerounais affectés par le Covid qui ont recouvré la santé
grâce à ce produit synthétisé par les bons soins du cardiologue. Le 6 juillet 2021, après une année entière de tests, le Corocure obtient l'autorisation de mise sur le marché. Une consécration pour ce scientifique qui a cru en la pharmacopée africaine. La plupart des médicaments que nous utilisons, ça sort de la pharmacopée. Vous êtes d'accord avec moi? Dès qu'on a isolé le principe actif, on multiplie d'une façon industrielle. Mais c'est la démarche qui vous diffère. Le mot adjuvant ne ternit pas Corocure, non? Je vous prends un exemple. Quand vous avez le paludisme, on vous donne un médicament contre le palu. Mais on doit gérer la fièvre. On doit gérer les maux de tête. Pour que vous vous sentiez vite, rapidement. Ce sont des adjuvants au traitement. Mais je pense qu'on a eu une très bonne avancée. Ça veut dire quoi? J'ai pu prouver scientifiquement qu'en ajoutant, parce que tout part de ma recherche. Et quand je fais la recherche, j'utilise l'antibiothérapie plus les vitamines associées au Corocure. Et l'autre bras, c'est juste les antibiotiques plus les vitamines. Et on se rend compte que ceux qui ont utilisé Corocure plus ce cocktail se sont vite sentis mieux, quoi. Vous comprenez donc pourquoi dissocier? Non, c'est à la base de la recherche. On a pris en compte la façon dont la recherche a été menée. Donc, c'est normal de dire aux gens, vous prenez le Corocure, plus l'antibiotique, l'antibiothérapie, plus les vitamines, plus le zinc. C'est normal. Même dans le cadre de ma recherche, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Admiré au sein de la communauté scientifique, célébré par ses collaborateurs, Lyon est passé de petit garçon turbulent à véritable icône de la médecine au Cameroun et en Afrique. Anobli par le sultan roi des Bamoun qui en a fait un grand notable, Nji, docteur Elo Giannini, garde les pieds sur terre, conscient que la plus belle marque de reconnaissance pour un médecin reste la gratitude d'un patient à qui il sauve la vie. La plus belle marque de reconnaissance, c'est bien sûr l'homologation. Vous savez, l'homologation et l'autorisation de la mise sur le marché, c'est exceptionnel. C'est-à-dire un gouvernement qui adoube les résultats d'une recherche, ça ne court pas les rues. Je pense que ça doit rester gravé. L'une de mes grandes fiertés, c'est ma spécialisation en cardiologie en Allemagne. La deuxième fierté, c'est lorsque j'ai commencé à faire les implantations des stimulateurs cardiaques. Je vais vous raconter une histoire. J'ai l'un de mes maîtres, paix à son âme, le professeur Bob Oyono, il est décédé. Un jour à l'hôpital central, je venais juste de commencer avec la stimulation, avec les implantations. Je suis dans mon bureau, et puis le prof vient. Il dit, docteur Elo, je te cherche, mon frère est en train de mourir. Mon frère est en train de mourir. Tu dois faire quelque chose. On dit qu'il n'y a que toi pour le faire. Je suis allé, j'ai trouvé son frère. J'ai examiné, j'ai vu qu'il fallait absolument lui placer un stimulateur cardiaque. J'ai pris son frère, je suis allé au bloc opératoire. Le professeur était devant la porte. Il regardait. Il attendait que je dise que soit j'ai réussi ou bien que le malade est passé. Je vous assure, et quand au bout de 1h15, j'ai pu insérer dans le stimulateur et son frère a tourné la tête et a demandé « Où est le professeur Bob ?» Je lui ai dit « Il est devant la porte ». C'est un très grand moment pour moi. Un moment où tu sers ton maître de la plus belle façon. Tu dis à ton maître « Merci de m'avoir enseigné. Je vous le remets. » C'est des grands moments. Docteur Loche, le fait de vous avoir rencontré m'a permis de développer toutes mes aspirations.
Donc grâce à vous, Dr Eloge, je me suis représenté socialement, académiquement, professionnellement et je ne saurais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, tout ce que vous faites pour nous, tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci d'être cette personne que vous êtes. Continuez dans la même lancée et on attend encore beaucoup plus. Vous en avez encore beaucoup à offrir aux jeunes Camerounais. Continuez d'être l'homme fabuleux que vous êtes pour nous ici à la clinique et pour bien d'autres. Continuez d'être cet homme déterminé, cet homme qui nous donne le courage d'avancer, cet homme en qui nous avons confiance et cet homme qui nous encadre. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde davantage d'intelligence et de sagesse. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec le docteur Eloge Yanili. Il est cardiologue, mais il est également l'inventeur du Corocure. C'est un jurant au traitement du coronavirus qui a reçu l'aval du ministère de la Santé du Cameroun. Avec lui, on va achever notre entretien sur son parcours. Mais avant, docteur Eloge, quelle est la place de la famille dans votre quotidien? Écoutez, je suis marié, père de 3 enfants. J'ai mon épouse qui m'aime bien, qui me soutient, qui m'aide à l'encadrement des enfants, vu mes emplois de temps. Mais je trouve du temps quand même pour être avec la famille. Donc, je suis accompagné dans tout ce que je fais par ma petite famille. Alors, docteur, pour terminer, quel est le conseil que vous donneriez à la jeunesse camerounaise qui vous regarde ce soir? Qu'est-ce que vous leur diriez? Pour ceux qui veulent se construire une carrière, qui veulent peut-être être médecin demain, qu'est-ce que vous leur diriez? La première chose, c'est il faut être travailleur. Quel qu'en soit le domaine, il faut aimer ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est avoir cet élan de sacrifice pour les autres. Par exemple, quand je décide de faire la recherche dans le Covid, je pouvais être emporté par cette maladie, mais je me suis dit à un moment, je me sacrifie pour les autres. C'est la deuxième chose. Et aussi, s'entourer de la réglementation dans l'exercice de tout ce que nous faisons. C'est-à-dire être en accord avec la réglementation pour limiter un certain nombre de frustrations. Et en le faisant, on est en accord avec soi-même, on est en accord avec ceux qui sont tout autour de vous. Et puis l'autre chose, c'est croire en Dieu. Je suis croyant, moi je pense quand même que trouver le Corocure, ça, il fallait que le Créateur du monde puisse m'inspirer à un certain moment. Et donc, si vous travaillez, si vous avez confiance en vous, si vous êtes en accord avec la réglementation, avec les normes, et que vous croyez en Dieu, à coup sûr, vous allez atteindre les objectifs. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils. Merci à vous d'avoir partagé votre expérience et votre parcours avec les téléspectateurs du Cameroun. C'était un réel plaisir, monsieur Messi. À très bientôt. Lorsque l'ambiance est morose, lorsque l'on pense à douter parce qu'il y a des difficultés, il faut se souvenir que la première aptitude à développer, c'est notre mental, comme l'on dit, mais surtout donc la positive attitude. Qu'est-ce que c'est? Comment la développer? Le leader d'impact, en tout cas, doit avoir comme 8e qualité dans la série que délivre depuis quelques mois dans l'émission Carrière le coach Roland Quemen, des valeurs de positive attitude. Conseils et astuces sur le sujet dans la rubrique Coaching. Bienvenue à la rubrique Coaching. Nous sommes toujours dans la série des 10 façons d'agir en champion ou alors les 10 qualités des leaders d'impact. Lors de l'édition précédente, nous avons parlé de la mise en niveau. Aujourd'hui, nous parlerons de l'attitude positive. En regardant le côté positif de la vie,
toute notre vie se remplit de lumière. Cette lumière a un impact autour de nous. Nous devons toujours voir en chaque difficulté une opportunité. Dans la vie, peu importe les challenges, peu importe la température, peu importe où vous vous trouvez, soyez toujours votre propre soleil, car tout est dans l'attitude. Comment adopter une attitude positive? En 1, vous devez développer votre optimisme. En 2, vous devez parler et penser en des thèmes positifs. En 3, entourez-vous de personnes optimistes. En 4, changez vos pensées négatives contre des pensées positives. En 5, équilibrez les images négatives et positives. En 6, changez votre posture, car l'optimisme passe aussi par le corps. En 7, trouvez ce qui vous rend de bonne humeur. Prenons l'exemple sur les enfants. Ils sont naturellement très optimistes et croient que tout est à portée de main. Ils ne sont pas affectés par les problèmes et le stress qu'occasionne une vie d'adulte. Chers leaders, comme vous avez pu le constater, l'optimisme et le positive attitude est dans l'ADN de tous les champions. C'est pour cela que je vous invite à passer de la motivation à l'action. Mieux qu'une simple session de formation, c'est un véritable moment de partage que le Sales Influence Programme a convié les acteurs du monde du marketing et de la vente. Partage d'expériences et de valeurs autour des stratégies devant permettre à ces derniers d'améliorer considérablement leurs techniques et optimiser ainsi leurs résultats sur le terrain. D'où le concept, la communion des vendeurs. Nous avons fait une observation sur le marché et nous nous sommes rendus compte que plus de 70% des commerciaux en poste n'ont jamais été formés. Ce n'est pas normal. On s'est ensuite rendu compte que 80% des entreprises PME avaient du mal à trouver de nouveaux clients. Ça, ce n'est pas normal. Je vais m'arrêter au 3e. On s'est rendu compte que la plupart des chefs d'entreprise ne savaient pas manager et piloter leurs fonctions commerciales. Donc, partie de ces analyses-là, nous avons dit, mais qu'est-ce que nous pouvons offrir aux jeunes Camerounais pour qu'ensemble, on puisse construire le développement de l'entreprise. Après les nombreuses formations en ligne via le Sales Influence Programme, la communion des vendeurs a permis, 4 heures durant, aux commerciaux et autres responsables des divisions marketing et communication de la place de se familiariser avec les outils modernes devant leur permettre d'améliorer leur performance à travers les enseignements tirés de la riche et longue expérience des panélistes. On sait que la vente a beaucoup changé, les choses sont devenues beaucoup plus complexes, les marchés sont très compétitifs et donc si on veut vendre, il faut être capable de donner de la confiance et d'apporter des solutions. Et en fait, pour pouvoir apporter des solutions, il faut découvrir justement de manière approfondie un prospect. Donc il faut lui poser des questions, il faut qu'il y ait un bon climat de confiance. Et quand on arrive à découvrir effectivement les éléments sur lesquels notre produit peut apporter une solution, on fait acheter. Nous avons bien compris que le marketing est essentiel à la croissance de l'entreprise et encore plus pour la PME et la très petite entreprise qui fait face à des contraintes structurelles importantes. Alors ce que nous espérons, c'est que les PME vont comprendre qu'il est important d'avoir une démarche de mutualisation de solutions pour pouvoir affronter le marché. Des enseignements assidûment suivis par les participants venus nombreux à la salle de conférence du Starland Hotel à Bonapriso et qui en ont bien saisi la pertinence et l'importance pour leur structure. J'ai noté beaucoup de petits points sur lesquels je vais travailler avec mes équipes dès lundi. Pendant que j'étais dans la salle, je voyais déjà les changements qui vont être effectués dans la structure de l'entreprise, dans la gestion avec laquelle nous faisons les choses, dans la manière à laquelle nous effectuons nos ventes au quotidien. J'ai beaucoup apprécié les intervenants et beaucoup cette phrase qui disait il ne faut pas vendre un produit, il faut le faire acheter. Et finalement, quand on est une agence, on doit pouvoir, de par notre nom, de par notre professionnalisme et de par finalement nos valeurs ou même portées par notre vision, pouvoir insuffler quelque chose qui fait que le client, quand il vient vers nous,
On vient juste accompagner une démarche qu'il avait déjà lancée et pas venir dire « Bonjour, je m'appelle Omar, je peux faire ça, 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 ça ». Pour l'équipe du Sales Influence Programme, cette première expérience, couronnée d'un franc succès, annonce d'autres sessions dans le but de continuer à impacter positivement le secteur du marketing au Cameroun et pourquoi pas faire naître de vraies vocations de vendeurs au sein de la jeunesse camerounaise. C'est avec un sourire non fin, mesdames et messieurs, mais bien convaincu que la positive attitude va nous permettre d'avancer que nous concluons cette édition de Carrière. Gardez donc le sourire, restez positif et prudent en cette période encore marquée par le coronavirus. L'émission Carrière de ce soir s'achève. Elle a été préparée par Georges-Nel Messi et Alain Kouam qui ont coordonné toute l'équipe. Merci à vous qui avez regardé. Nous revenons dans un mois avec encore un parcours inspirant, des conseils et astuces pour vous aider à construire votre carrière. À bientôt. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Avec le développement de l'industrie hôtelière, le besoin en personnel de qualité formé selon les standards internationaux est grandissant. Au Cameroun, l'Académie H2T se positionne comme la référence en formation en hôtellerie, tourisme et territoire. Ses résultats, 100% BTS session 2021, dont la Major nationale, son cadre idyllique en font une école de pointe pour une formation de qualité. Académie H2T, la différence d'aujourd'hui, la référence de demain. Prochaine rentrée académique, le 4 octobre 2021. Bye.